Quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'aime pas son corps, c'est difficile d'avoir des relations intimes, des relations sexuelles épanouissantes. C'est ce que j'ai pu observer en écoutant parler mes clientes que je reçois dans mon coaching contre les troubles du comportement alimentaire. J'ai vu tout au long de cette année qu'il y avait un fort lien entre le fait d'avoir des troubles du comportement alimentaire, d'avoir une mauvaise relation à son corps et à la nourriture, et le fait d'avoir des relations amoureuses, des relations sexuelles, une vie intime, peu ou pas du tout épanouissante. J'ai aussi remarqué que ça avait aussi un fort lien avec le fait d'avoir subi des violences physiques ou sexuelles. Et j'avais envie de parler de tout ça aujourd'hui avec une sexothérapeute, Faustine, que j'ai interviewée spécialement pour vous dans cet épisode. Bonne écoute. Hello Faustine, merci de venir dans Croissante. Bienvenue. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci, et toi ? Très bien. Bon, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble parce qu'on a enregistré un podcast dans ton podcast où c'était moi qui étais interviewée. Donc là, on vient de changer les rôles. Donc aujourd'hui, on va parler de ton activité de sexothérapie. Donc j'en ai parlé dans mon podcast et on en a parlé aussi de cet épisode de podcast là. On va parler donc de sexualité, de ton activité de sexothérapeute en lien du coup avec l'épisode de podcast que j'ai fait dans mon podcast sur le lien entre les TCA et la sexualité. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir échanger avec une thérapeute spécialisée en sexualité sur ces sujets-là pour vous apporter encore plus d'éclairage. Du coup, avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu comment tu te situes en tant que personne et nous dire un petit peu quel est ton parcours et tes déclics qui ont fait que tu en es là aujourd'hui à partager tout ce que tu partages. Ouais, donc merci déjà beaucoup de m'inviter, ça me fait très plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Faustine, j'ai 23 ans et j'ai fait donc des études qui sont des études pas du tout en lien avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait une prépa littéraire et j'ai fait sciences politiques. Et en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais la sexualité, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. Vraiment, j'ai toujours été très très à l'aise et pourtant, j'ai grandi dans un foyer qui s'intéresse, qui est ouvert, mais pas non plus à ce point. Et pourtant, j'étais vraiment très à l'aise. Je sais qu'au lycée, souvent, on venait me parler pour me poser des questions. Je me suis toujours beaucoup intéressée, que ça soit au féminisme, que ça soit à la place de la femme, à la femme en tant qu'être aussi qui a envie de désirer, qui a envie d'être désirable, qui a envie d'avoir des rapports. Enfin bref, j'ai toujours été très intéressée par ça. Et moi, c'est pas en lien avec le Covid comme toi, mais il y a un moment donné, je sais pas pourquoi, ça fait depuis que je suis jeune que je me dis que je travaillerai pour moi et que je travaillerai pour aider, entre guillemets, pour guider, je préfère, les autres. Et donc, je cherchais ma voie et je me suis dit, en fait, en toute logique, comme quand tu fais, tu sais, tu fais un rond, tu mets tous les mots autour qui parlent, qui te parlent. Et j'ai fait ça, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais en fait, la sexualité, c'est quelque chose que je trouve qui colle à ma peau, entre guillemets, et qui résonne en moi. Donc, je me suis formée en parallèle de ma dernière année de master. Je me suis formée, j'ai fait des formations en autodidacte avec des organismes, etc. Je me suis beaucoup renseignée. Et donc, ça fait pas longtemps, ça fait depuis octobre vraiment que j'ai lancé les choses. Mais ça fait depuis novembre que j'ai des personnes que j'accompagne en sexothérapie. Donc, comme tu peux le voir sur mon compte Insta, c'est quand même vraiment axé, c'est vraiment en lien avec le patriarcat et la façon dont on est traité et dont on est accompagné en tant que femme dans cette société. J'essaye de guider des femmes et des hommes dans la déconstruction du patriarcat qui influence complètement notre vie sexuelle, qui la dirige même. Et voilà, en gros, comment est-ce que j'en suis arrivée là. Et je commence donc cette activité depuis 2 mois. Et ça commence, j'ai déjà eu pas mal de monde. J'étais étonnée, mais ça m'a convaincue dans le fait que ça résonne vraiment en moi.
Ouais, trop bien. Bah déjà, ça me donne envie de te demander, est-ce que ça n'a pas été difficile d'assumer en fait cet attrait pour le sujet de la sexualité est-ce que ça a été ouais, compliqué pour toi de prendre ce tournant-là en fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de honte ou de... Ouais, comment t'as vécu le fait d'assumer ça? Ouais, alors en réalité, je l'ai je l'ai pas mal vécu, mais je sais pas comment dire, mais je l'ai mal vécu quand j'étais au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, enfin pas mal vécu, mais ça a été plus difficile à assumer parce que voilà, j'avais vraiment ce, tu vois, je lisais vachement de bouquins en lien avec ça, et j'étais très décomplexée. Et en fait, je ne comprenais pas qu'on puisse me juger parce que j'étais quelqu'un qui était à l'aise avec ça, qui en parlait sans tabou, sans rien. Vraiment, j'avais du mal à comprendre, et j'avais du mal à comprendre aussi la réputation, pardon pour la vulgarité, de pute qu'on me donnait, parce que pour moi, je me disais, mais enfin, c'est tellement logique, ça fait tellement partie de la vie, c'est tellement bien de pouvoir en parler librement que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça dérange. Et du coup, comme j'avais déjà fait, tu vois, j'ai déjà eu cette période où j'ai été énormément jugée. En plus, tu vois, quand tu grandis dans un petit village, forcément, ça parle. Et en fait, juste parce que tu as une liberté autour de ce sujet, tu passes pour voilà, la pute du village. Et en plus, ça ne veut pas dire que j'avais couché. Et même si j'avais couché avec tout le village, enfin, quel était le problème, tu vois? Donc j'ai vraiment eu ce travail-là, ce cheminement, on va dire, du regard des autres sur ma manière de considérer le sexe, qui était bien plus tôt, et pas donc dans les derniers mois où j'ai décidé de me mettre là-dessus. Et justement, en fait, maintenant, en grandissant, voilà, moi j'ai un conjoint qui a 30 ans, donc je n'ai que des cercles d'amis qui sont plus vieux que moi et que je côtoie depuis voilà 4-5 ans. Et quand à eux je leur ai annoncé, donc voilà, moi j'ai créé mon podcast il y a un an, j'ai quand même déjà parlé pas mal de sexualité, enfin ils me connaissent très bien, et en fait pour eux c'était presque logique, c'est-à-dire que personne n'était choqué, et tout le monde s'est dit, bah en fait, tu vois, moi par exemple quand on fait les Secrets de Santa, on m'offre les bouquins féministes dans lesquels on parle de sexe, donc tu vois, c'était presque, voilà, c'était naturel. Donc je me suis pas sentie, pas du tout, je me suis pas sentie mal. Après, j'ai vraiment fait ce travail avant. Hmm. Ouais, bah je me sens... Enfin, voilà, j'ai ressenti des choses, je ressens des choses similaires à toi par rapport à ça. Pour moi, j'ai pas de sujet tabou et j'adore parler de sexualité et ça m'énerve quand je suis avec des gens pour qui c'est pas le cas parce que pour moi c'est naturel et ça me saoule de aussi passer pour une obsédée alors que pour moi c'est un sujet comme un autre, voire juste un sujet qui est plus passionnant que les autres. Mais ok, bah en tout cas, ça faisait un petit moment du coup que j'avais envie d'échanger, voire de collaborer, ou en tout cas voilà, d'inviter dans mon podcast une sexothérapeute et j'attendais vraiment de trouver la bonne personne avec qui ça match dans nos valeurs et du coup le côté féminisme intersectionnel de ton approche, voilà, je me suis dit banco, it's you. Donc voilà, ok. Est-ce que maintenant tu peux définir ton métier et vraiment le champ d'action de la sexothérapie? Parce que moi, dans mon imaginaire, et ouais, je pense dans l'imaginaire peut-être de beaucoup de personnes, c'est encore quelque chose d'assez tabou, encore plus tabou que d'aller chez le psy, je pense. Et je pense que du coup, ouais, il y a un peu peut-être une nébuleuse de à quoi ça sert vraiment et dans quel cas c'est Ouais, je pertinent en comprends. fait. Comment est-ce que je définirais? Alors, moi, pour ma part, en fait, j'accompagne des femmes et des hommes qui se posent des questions, qui se posent des questions sur leur sexualité, qui se posent des questions sur leur corps, qui se posent des questions aussi sur leur fertilité. Euh, enfin, parce que l'endométriose, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, c'est une maladie qui impacte énormément ta sexualité, ta personne en tant que femme. En fait, toutes les problématiques qui sont liées au corps, au désir, au tabou, aux violences, parce que j'accompagne aussi des personnes qui ont vécu des incestes, etc., peuvent venir me consulter. Et moi, mon but, c'est de les guider, parce que c'est vraiment, en fait, toutes les ressources sont en vous, c'est-à-dire que pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus en accord avec vous-même, vous avez déjà ces ressources.
on a juste parfois besoin d'un petit coup de pouce et d'un quelqu'un qui nous guide. Et donc moi, c'est mon rôle, c'est de vous guider pour essayer de déconstruire vos croyances, enfin nos croyances en général, les croyances que vous avez sur vous, sur votre corps, sur ce que vous avez le droit de faire, ce que vous avez le droit de dire, d'être, de ne pas être, etc. Pour vous rapprocher de qui vous voulez vraiment être, de comment vous voulez vraiment vous sentir et pas simplement de ce qu'on attendait de vous. Par exemple, pour un cas très concret, j'ai accompagné une femme qui avait voilà une cinquantaine d'années et qui a eu des enfants, mais qui s'est perdue en tant que femme et qui s'en est toujours voulu d'oser être une femme euh, qui n'osait pas justement assumer cette part d'elle parce que on nous a appris, on a cadré les choses en disant il y a la pute, la sainte, la mère, enfin voilà, on a vraiment donné des rôles aux femmes. Et on croit encore qu'une femme qui devient mère ne peut plus être une femme qui s'éclate dans son corps, dans sa sexualité, qui s'assume, qui est hyper confiante, qui rayonne, qui dégage aussi une énergie, une aura, et une aura qui parfois du coup est sexuelle. On n'accepte pas ça dans la société envers la femme. Et moi, mon rôle à ce moment-là, dans cet accompagnement par exemple, c'est de voir comment elle a été éduquée, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on l'a conditionnée, parce que c'est vraiment un conditionnement, dans sa famille, dans ses relations sociales, à l'école, au travail, et en lien avec voilà, notre société en général. Et de petit à petit prendre ses croyances pour pouvoir les questionner et de pousser sa réflexion. C'est-à-dire que moi, je mets juste des billes sur le chemin pour qu'elle puisse elle-même s'interroger et se rendre compte que vraiment, si elle s'écoutait, elle ferait ce qu'elle veut. Enfin, il n'y a pas de sujet. Et qu'en fait, sa manière d'agir est complètement conditionnée. Donc moi, voilà, ça c'est mon rôle. Et après, pour ta... C'est vrai que ta phrase, elle me fait rire et en même temps, parce que c'est tellement vrai. Enfin, j'ai presque l'impression, ça me fait rire, mais tu vois, moi, j'offre toujours le premier rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous est gratuit pour que moi aussi, je me sente apte à accompagner la personne parce que je ne veux pas faire de perdre de temps. Surtout que la sexualité, c'est comme tu le dis, quelque chose qui est quand même très... Voilà, c'est de l'ordre de l'intimité, c'est de l'ordre du... Il y a une pudeur, il y a quelque chose de très difficile à parler de soi et de son rapport au corps, au désir, euh, et au secret aussi, parce il y a beaucoup enfin, il y a le fantasme aussi qui est très secret, il y a plein de choses. Et du coup, je ne veux pas euh, accompagner quelqu'un quand je me sens pas capable de l'aider sur sa problématique. Donc voilà, j'offre toujours le premier rendez-vous pour qu'on puisse faire connaissance et que la personne se sente bien avec moi. En fait, lors de ce premier rendez-vous, c'est justement pour rebondir sur ce que tu disais, ça me fait rire parce que souvent, la personne est convaincue, elle se sent très à l'aise, donc voilà, et moi je lui dis, je n'ai pas de... Ça me vexera pas si tu ne continues pas. Mais en fait, il faut presque aller creuser vraiment, enfin vraiment pousser la démarche, parce que il y a quand même ce truc de, oui, mais je vais pas consulter, j'ai pas vraiment de problème, parce que bah parfois t'as jamais, entre guillemets, eu de violence sexuelle ou quoi, et du coup tu considères que t'as pas vraiment eu de problème, que ton cas il est pas si grave, ou que tu vas pas parler de ta vie, de ton désir, de ton couple, enfin il y a quelque chose, et pourtant t'en as envie, parce que si t'es dans ce premier rendez-vous, c'est qu'il y a quelque chose qui te travaille. Donc j'ai vraiment ce truc aussi où, pas convaincre, mais je dois rassurer sur, ben en fait, si, c'est tout aussi important que de prendre soin de ta tête au niveau de la psychologie, parce que ça en fait partie à part entière, et que ta sexualité, c'est quand même, on va dire, pour moi, c'est une immense partie de ta vie. Quand je dis ta sexualité, c'est tout ce que ça englobe. C'est-à-dire ton rapport à l'autre, ton rapport à ton corps, ton rapport au désir, parce que le désir de l'autre, c'est aussi le désir de ce que tu as dans la vie, de ce que tu veux accomplir. Enfin, tout est encastré. Donc, il n'y a pas du tout de... Enfin, il y a rien de tabou, de différent à consulter, entre guillemets, un psychologue pour moi. Et donc, je dois les guider aussi là-dedans, et ça me fait rire parce que je leur dis, mais vous avez fait le plus dur, vous avez pris le premier rendez-vous. Et du coup, enfin, c'est marrant de voir cette gêne. Ouais, c'est trop intéressant et ben, je pense que je vais le faire ce premier rendez-vous moi-même. Je vais prendre rendez-vous avec toi, c'est sûr. Ouais, en fait, c'est moi dans ma tête, en fait, alors peut-être que c'est différent, hein, sexologue, sexothérapeute. Mais pour moi, c'est un peu le cliché des couples dans les séries qui vont voir une sexologue parce qu'ils sont à deux doigts de divorcer, tu vois. Donc en fait, toi, du coup, t'accompagnes que des personnes seules ou des femmes, pas forcément de thérapie de couple.
Si, j'accompagne aussi des couples. Ouais. Et souvent, tu vois, par exemple, là, je suis arrivée à un deuxième, troisième rendez-vous avec quelqu'un et je lui ai proposé la prochaine fois, si elle en a envie, si son conjoint se sent OK avec ça, de faire une séance à deux pour justement parce qu'il y a une problématique qui est une problématique de cette personne qui a voilà, des problèmes d'endométriose et qui, a aussi, enfin, qui est très impactée dans sa sexualité parce qu'elle a subi des violences. Et en fait, comme tu me disais quand on a fait notre interview ensemble, il y a un cheminement aussi qui doit être dans le couple parce que elle a besoin entre guillemets de guérir de ce qu'elle a vécu, mais en fait elle doit guérir aussi à travers sa sexualité et donc le partenaire est complètement impliqué. Enfin il est partie intégrante de cette guérison. Donc du coup je propose l'accompagnement du couple. Le couple donc je l'accompagne parce que justement je pense que tu ne peux pas guérir. Enfin, tu peux guérir seul, mais quand tu es dans un contexte de couple, tu as forcément besoin de l'autre. Tu as forcément besoin que l'autre soit dans la compassion, dans l'empathie, dans la compréhension et que vos rapports à l'autre, dans l'intimité, dans la sexualité, dans le corps, soient vraiment ben oui, vraiment guidés. Et parfois, même si tu es très à l'écoute de ton partenaire, de ce qu'il a vécu, tu peux être très maladroit. Donc c'est pour ça que, justement, dans le cas de mes patients qui ont subi des traumatismes, etc., je propose déjà des accompagnements seuls, parce que tu as besoin de te reconstruire seul, mais je leur propose toujours, ça peut ne pas être un accompagnement complet, ça peut juste être une ou deux séances en couple pour aussi guider l'autre partenaire en lui expliquant, parce que parfois c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit que juste dans ton couple, et d'être le médiateur, même s'il n'y a pas d'histoire entre eux, de dispute ou quoi, mais d'être le médiateur qui permet à ton partenaire de comprendre comment vivre avec ce que toi tu as vécu, sans pour autant le faire culpabiliser ou lui faire porter le poids de ce que tu as vécu. Ouais, ok, trop intéressant. Pour en revenir du coup au lien entre TCA, image corporelle, sexualité, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être expliquer, donner peut-être des exemples de cas patients sur cette influence. Voilà, moi j'ai pu citer des exemples avec moi, les clientes que j'ai eues et de mon expérience. Toi, est-ce que tu as d'autres exemples, voilà, pour illustrer un petit peu et approfondir toute cette influence? Ouais. Bah moi, ce que j'ai pu voir en termes de TCA, et de sexualité, on va dire, c'est vraiment. Je vais pas prendre le même axe dont on a parlé dans mon podcast, dans lequel tu expliquais voilà ton expérience. Moi, c'est vraiment je trouve que donc déjà comme tu le disais, la femme est très oppressée et en fait on lui demande de se faire petite et donc ça passe aussi par le poids, la taille, de pas trop parler, enfin parler trop fort, trop s'imposer, etc. Et donc par les TCA malheureusement parce que ben voilà elles n'ont eu que des injonctions par rapport à leur image, par rapport à ce à quoi elles doivent ressembler. Et donc quand elles se retrouvent dans la chambre, enfin quand elles se retrouvent dans l'intimité charnelle, et ben là, ça se révèle de manière très violente. Parce qu'en plus, c'est accompagné par quand même quelque chose qu'il faut pas négliger, qui est la pornographie. Parce que même si tu ne consommes pas de pornographie, ton imaginaire est teinté de cette pornographie, des croyances qui en découlent. Tu vois, par exemple, là, j'ai fait un post récemment sur l'épilation du vagin. Et le fait que, voilà, on enlève ses poils, mais c'est pas pour une raison très saine à la base. En fait, ça vient d'autre chose. Et justement, les TCA, moi, je le remarque. Alors, j'ai eu un cas pour le moment, mais c'était plutôt un cas en fait qui vient des mêmes raisons que toi, voilà, d'une forme d'oppression, de mamans qui sont très contrôlantes parce elles projettent leur propre peur et ce qu'elles ont vécu comme traumatisme sur leur fille. Et du coup, c'est très violent pour la fille parce qu'elle se prend ça, plus les injonctions à la minceur qui sont parfois aussi multipliées sur les réseaux et qui sont tout autour de nous. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, en tout cas, je remarque, et même en dehors des TCA, sur la confiance en soi, je remarque que les femmes, du coup, sont beaucoup plus. Si je fais une généralité, même si j'aime pas ça, sont beaucoup plus à l'aise dans leur corps à partir de 40 ans, parce qu'il aura fallu, ce qui est horrible à dire, mais 40 ans pour
enfin se sentir plus à l'aise avec sa sexualité et se dire allez, je m'en tape. Allez, je m'en tape. Un corps, c'est un corps. Voilà, il en a déjà vu. En plus, t'as ce truc aussi où tu dis bah il en a déjà vu d'autres. Et puis en plus, t'as ce truc de se dire j'ai 40 ans, il sait très bien que je suis pas foutue comme une nénette de 20 ans, donc ça sera plus facile à vivre pour moi, et je me décomplexe. Mais du coup, ben, quand c'est des femmes qui sont plus jeunes, elles sont très gênées, elles sont tout le temps dans la comparaison avec les autres corps que leurs conjoints ou conjointes ont pu toucher, voir. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir des rapports épanouissants parce qu'elles ne sont pas dans le moment présent et parce qu'elles sont dans qui l'a touché l'autre, comment elle était, machin. Et en fait, on pense toujours que la fille que nous on trouve belle est plus à l'aise au lit et plus machin, mais en fait pas du tout. On est toutes complètement, enfin on a vraiment une part de nous qui a du mal à se libérer. Et c'est ce que je vois. Et c'est ce problème de confiance en soi qui du coup se reflète et qui fait que tu prends pas du plaisir comme tu devrais en prendre euh, dans ta sexualité, quoi. Ouais, je vois complètement. Le fait de pas pouvoir être... C'est même au-delà du fait de pas pouvoir être pleinement présente pendant son rapport sexuel, c'est de carrément avoir des pensées négatives, en fait, de... Ah bah oui. Éteindre la putain, lumière. peut-être qu'en fait, sous cet angle-là, je suis moche. Peut-être que là, ça fait ressortir ma cellulite. Peut-être que là, il a un gros plan sur mes poils. Peut-être que j'ai les sourcils qui sont en train de partir en live. Et en fait, tout ça, ça nous empêche de prendre du plaisir parce que on prend du plaisir uniquement dans le lâcher prise, en fait. Et que si on se dit, ah mais non, faut pas que je crie trop parce que je vais avoir l'air d'une nympho. En fait, du coup, ça coupe tout, en plus d'autres pensées négatives de, bah en fait, là j'ai mal, mais j'ose pas lui dire que j'ai mal parce que peut-être que ça va passer et qu'il va mal le prendre et que je sais pas quoi dire. Donc voilà, c'est sûr que ça peut pas marcher. Et voilà, et l'intérêt dans tout ça, enfin voilà, c'est de redire quand même que prendre du plaisir dans la vie, c'est important pour la santé, hein. Ça fait partie, en fait, de la santé, en fait. Enfin voilà. Les hormones du plaisir font partie du système hormonal et sont... Enfin voilà. Ça sert pas à rien. C'est pas péché. Ouais. Et ce que tu disais, ça, c'est vraiment extrêmement véridique. T'as dit une phrase, faut pas que je crie trop fort, sinon je vais passer pour une info, etc. Et il y a beaucoup aussi ça qui est, enfin, c'est encore très présent de, il faut pas que je crie trop fort, il faut pas que je me montre entre guillemets trop entreprenante, trop, on va dire, folle dans ma pratique, trop force de proposition parce que il va me prendre pour une fille facile, il va penser que j'ai eu plein de mecs, ça va me décrédibiliser, mais en même temps, il faut pas non plus que je passe pour une sainte nitouche parce que sinon, il va me tromper, il va aller voir ailleurs, il va s'emmerder, etc. Et ça, c'est un truc dans lequel, enfin, les femmes, c'est hyper violent. C'est hyper violent de t'épanouir dans ta sexualité quand t'as ça, en fait, tu n'es que dans la tête et tu ne peux pas ressentir, mais c'est pas, tu vois, c'est pas ta faute, c'est juste, t'as été tellement, on a tellement attendu de toi, on a tellement, puis tu vois, moi, juste pour citer ma propre expérience personnelle, moi j'ai jamais eu de problème à coucher le premier soir. Enfin voilà, voilà, ça me dérange pas et pour moi ça ne veut rien dire sur la suite de ma relation. Que je couche ou pas le premier soir, je peux très bien finir ma vie avec cette personne. Tu vois, moi il y a pas de, ça me choque pas. Et pendant 1 an j'ai eu une relation hyper malsaine avec un garçon quand j'étais plus jeune et j'ai couché avec lui le premier soir. Et en fait, tu vois, ça s'est fait, on a parlé très tard, il est venu, après il allait manger chez des amis, c'était pas prévu, et il est revenu parce qu'on avait vraiment eu un coup de cœur énorme. Et en plus, on se parlait depuis une semaine par message. Et en fait, il revient et on part jusqu'à 4h du matin. Donc tu vois, on n'a pas couché au bout de 10 minutes, et même si on avait fait au bout de 10 minutes, on s'en fout. On n'a pas couché au bout de 10 minutes, vraiment on l'a fait vers, oui, voilà, 5h du matin. Et les deux, on était hyper ok avec ça, hyper d'accord. Et le mec n'a jamais voulu se mettre officiellement en couple avec moi parce qu'il m'a reproché toute notre relation que j'avais couché avec lui le premier soir. Et ça, pour moi, c'était, mais je te jure, mais ça me donnait l'envie de vomir parce que je me disais, mais, et pourtant je restais, mais parce que voilà, c'était une relation pas saine. Mais je me disais, mais tu te fous de moi. Enfin, comment est-ce que tu peux me reprocher ça? On a pris du plaisir, c'était incroyable. Enfin, et puis toi aussi, t'as couché avec moi le premier soir, en fait. Donc, exactement. Enfin, je veux dire. C'est un rapport consenti, et puis voilà. Et je trouve ça fou qu'il y ait encore cette chose-là. Et en tant que femme, du coup, je me dis, moi, je m'en tape parce que je suis passée au-dessus, parce que j'ai eu la chance de pouvoir me déconstruire et d'être suivie par des personnes. Mais je me dis, en tant que femme, quand déjà, ça se trouve, tu vois, c'est quelqu'un c'est la première fois qu'elle couche le premier soir, elle se dit, bon, vas-y, j'ose.
et après elle va se ronger les sangs parce que elle va regretter entre guillemets parce qu'on va lui reprocher ça. Enfin tu vois, c'est quand même Ouais, et pourtant c'était quelqu'un de notre génération. Enfin tu vois, je veux dire ça veut rien dire. Enfin vraiment la pression est incroyable. ouais, c'est clair. Il y a toujours, on en revient toujours au même point, quoi. C'est la honte sur la sexualité féminine, alors que c'est tout à fait normal et encouragé même que les mecs se tapent plein de meufs et en aient rien à foutre donc alors que en fait on a les mêmes envies, on a les mêmes et c'est vrai que moi je suis comme toi, hein, j'ai aucun problème à coucher le premier soir. Enfin, je me suis beaucoup culpabilisée aussi. Et à un moment où j'arrivais pas à trouver de relation saine, je me suis dit, je vais attendre un petit peu plus pour essayer de lutter contre ce truc où j'avais l'impression de jamais être vraiment choisie à la fin, au bout du compte, comme étant une copine vraiment potentielle avec qui on pouvait s'engager. Et alors qu'en fait, voilà, aujourd'hui je suis en couple avec un mec avec qui on a couché dès le premier soir. J'espère que mes grands-parents n'écoutent pas cet épisode. Mais voilà, après c'est vrai que le fait d'attendre aussi, ça peut être sympa aussi d'attendre et ça peut augmenter aussi. C'est bien de pas se sentir parce que moi en fait à la base je couchais le premier soir pour marquer le coup, pour que le mec se souvienne de moi, parce que je pensais que le mec pouvait se souvenir de moi uniquement si je couchais avec lui en fait, donc ça c'était pas très sain. Donc c'était le fait d'arrêter de coucher le premier soir, en fait c'était pas tant pour me députiser mais pour essayer juste de montrer pas que cette partie là de moi et essayer d'attirer des hommes aussi qui n'étaient pas intéressés que par ça. Mais bref, on s'éloigne un petit peu du sujet. Tu mets deux meufs qui adorent parler de sexe dans un podcast et le sujet peut vite dériver. Revenons-en à nos moutons. Du coup, ouais, par rapport à l'image corporelle et la sexualité, donc du coup, toi, qu'est-ce que tu conseilles du coup aux personnes? Alors moi, je rappelle que moi, dans mon langage à moi, quand je parle de TCA, j'englobe aussi les TCA atypiques, c'est-à-dire tout simplement le fait d'avoir un stress autour de son alimentation, de se restreindre, de faire des régimes, de pas aimer son corps, tout simplement. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux conseiller aux personnes qui souffrent de ce type de problématique, donc à travers la sexothérapie? Alors moi, ce que je peux conseiller, c'est déjà, entre guillemets, de revenir à la source. Je sais que ça peut paraître tout bête, mais en fait, pour moi, il faut revenir, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'aime pas quelque chose. Parce que, par exemple, en fait, ton TCA, pour moi, les TCA et tout ça, c'est vraiment les résultats d'une oppression, d'une frustration. Et donc, on peut se faire accompagner, comme avec toi en naturopathie. Mais par exemple, quand t'as beaucoup de stress, que tu détestes ton corps, que du coup, t'es pas à l'aise dans ta sexualité, j'essaie toujours de chercher pourquoi est-ce que tu te sens comme ça. Est-ce que t'as une maman qui du coup projetait sur toi tout son stress, sa grossophobie, et du coup tu te détestes, et en fait en réalité tu sais même pas si tu te détestes, juste on t'a appris à détester les femmes rondes, donc tu ne t'aimes pas. Est-ce que t'as eu quelque chose qui t'a marqué? Est-ce que par exemple on t'a fait une remarque? Parce que et aussi ça c'est ce que de toute façon ça je pense qu'on a le même discours là-dessus, mais il n'y a pas d'échelle de la douleur. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir subi un truc qu'on considère dans la société comme traumatisant pour avoir été traumatisé. Est-ce que t'as eu des paroles, des choses qui t'ont vraiment marqué et qui, par exemple, une fois on t'a dit voilà, t'as des mollets de poulet ou t'as quelque chose comme ça, tu ressembles enfin je sais pas, voilà, ça t'a marqué, tu vois, et du coup tu fais une fixette là-dessus. Et en fait, essayer de comprendre l'origine du problème, parfois on l'a pas toujours, mais en tout cas avoir des idées de ce qui t'a marqué. Par exemple, je sais pas, une fille qui est poilue, qui allait à la piscine, on se moquait d'elle, et tu vois, après elle va toujours être, par exemple, si elle est toujours omnubilée par ses poils, dans son rapport, elle va faire que penser à ça, sur son maillot de bain, machin, ça va être quelque chose qu'elle va pas s'enlever de la tête. Et donc revenir à l'origine du problème, ou au moins aux choses qui ont nourri ce problème-là, pour moi c'est essentiel pour pouvoir le déconstruire. Et donc
je pense que c'est bien de le faire accompagner. Je pense que tu peux aussi le faire avec des podcasts, des livres, essayer de creuser. Mais en fait, c'est vraiment un travail sur soi. C'est comme la naturopathie. La naturopathie, tu fais vraiment, c'est ce que tu me disais, tu les guides vraiment. Tu leur donnes des outils concrets d'alimentation, de tout ça. Mais c'est juste, tu guides la personne pour essayer de faire un travail introspectif, comprendre d'où elle vient, comprendre son histoire, l'héritage de ce qu'elle porte, ce qu'elle a vécu, et comment est-ce que ça l'a impactée, comment est-ce que ça a fait changer sa vision d'elle, et qui elle est vraiment elle, si elle se détache de tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on fait, moi, ce que je fais, tu vois. Et je le fais, et enfin, je veux dire, si t'as pas envie, et que c'est pas ton truc, et que t'as pas envie non plus, t'es pas prêt, t'es pas obligé de le faire avec quelqu'un. Mais déjà, te poser ces petites questions. Te dire, ben, par exemple, tu vois, parfois, on nous a tellement habitués à se dévaloriser que dans ton groupe de filles, tu disais toujours, bah ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça. Parfois, tu le faisais même par automatisme. Juste parce que t'allais pas dire, bah moi ça va, tu vois. Et du coup, bah en fait, tu t'en es venu à vraiment pas aimer ça. Et en vrai, si tu te mets à l'origine, est-ce que vraiment ton nez te dérange? Est-ce que vraiment tes poils ils te dérangent ou pas? Est-ce que tu le fais parce que t'es gêné, ou est-ce que tu le fais parce que bah, tu te sens obligé de le faire parce que tout le monde le fait, parce que c'est ce qu'on te montre dans les pubs? Et si tu te rases parce que t'aimes, y a pas de souci. Mais essayez de toujours comprendre pourquoi on fait les choses. Ouais. Et est-ce que donc t'accompagnes uniquement dans le cadre des consultations, ou est-ce que tu donnes des outils à faire en dehors des consultations? Donc moi je sais que par exemple, surtout dans mon accompagnement TCA, j'envoie des méditations, des exercices audio, des exercices d'écriture à faire spécifiques, en plus de tout ce qu'il y a à faire en termes de dans l'assiette ou en cure de plantes pour combler les carences et tout ça. Est-ce que tu proposes aux gens de faire certains exercices, peut-être de masturbation ou de méditation, ou voilà. Est-ce que tu proposes ce genre de choses en dehors de l'échange de la consultation? Alors je propose évidemment, oui, parce que en fait la consultation c'est un moment clé. Mais après, si dans ton quotidien tu oublies ce moment-là, parce qu'on fait tous, tu vois, on n'a pas le temps, on prend pas le temps, voilà. Les bénéfices que tu vas en tirer sont moindres. Donc du coup, je propose, c'est pas toujours lié à la sexualité. Je vais te donner 2 exemples. Premier exemple, une personne qui se sent très mal dans sa peau, qui a d'un problème avec son poids, mais qui se dit, mais moi, je suis pas mal à l'aise avec mon poids, je suis mal à l'aise avec l'image que je renvoie. Bah, par exemple, je lui demande de faire des tableaux, Pinterest, tout ce qu'elle veut, de femmes qui sont dans sa morphologie et qu'elle trouve super belles. Et qu'elle se pose même pas la question. Et pareil, sur les réseaux sociaux, je dis, ben voilà, maintenant, tu vas te désabonner, enfin, dès que tu vois une vidéo ou un truc qui te fait sentir de la jalousie malsaine, tu t'en désabonnes. T'as le droit de rester abonné à des gens qui t'inspirent, mais pas qui te font te sentir toi moins bien. Donc ça, tu le fais. Et tu vois quelqu'un et en plus les algorithmes sont forts, TikTok, Instagram, ils comprennent. Tu vois quelqu'un qui t'inspire et qui est dans ta morphologie, tu t'abonnes. Même si au début tu te dis mais je m'en fous de son contenu, juste pour avoir dans ton champ de vision, parce que du coup ton inconscient il imprime tout ce qu'il voit, on imprime tout ce qu'on voit tout le temps, même si on s'en rend pas compte, juste pour que tu redécores entre guillemets ta pièce de vie, on va dire. Et puis après pour la sexualité, donc là un autre truc qui est vraiment par contre axé sur la sexualité, si par exemple, bon là c'est un cas que j'ai eu, une patiente qui a subi des traumatismes à l'accouchement, des violences sexuelles, etc. Et qui, du coup, pour elle, se crispe dès qu'elle a un rapport, parce que, du coup, c'est la mémoire même corporelle qui a peur de la douleur. Eh bien, je lui ai dit, il y a 3 étapes. Première étape, tu ressens le désir à nouveau. Si, par exemple, tu vois ton copain et là, il te donne hyper envie, laisse monter le désir en toi, tu le laisses monter jusqu'à la frustration presque, mais tu le laisses monter sans jamais passer à l'acte, ni même faire des préliminaires, rien. Ensuite, deuxième étape, une fois que tu l'as fait 1 ou 2 fois, en fait, ça t'a permis de reconnaître les signaux du désir, de te rappeler ce que c'est pour toi dans ton ventre, dans ton corps, dans tes seins. Tu vois, par exemple, des filles, elles sentent leur cœur battre dans leur vagin. Enfin, tu sens une sorte de battement. D'autres, c'est dans la poitrine, c'est des frissons. C'est pour te reconnecter à ton désir et te souvenir de comment est-ce qu'il se révèle chez toi. Ensuite, deuxième exercice, tu le refais, mais c'est que des préliminaires, c'est-à-dire pas de pénétration, pour que ton cerveau n'assimile plus
le rapport sexuel a de la souffrance. Parce qu'un rapport sexuel, c'est pas une pénétration. La pénétration, c'est pas l'objectif final du rapport sexuel. C'est pas, voilà, et ça c'est trop ancré dans nos croyances de se dire les prélis et après pénétration. Non. Donc du coup, tu as des rapports sexuels juste sans pénétration. Et des rapports sexuels qui sont doux par rapport à ton vagin, c'est-à-dire si c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, des cunnilingus, des touchés, des caresses, et ton rapport sexuel ne se limite pas à la chambre. C'est-à-dire dans la sensualité des gestes du quotidien, tu vois, une caresse dans le cou, un souffle dans le cou, c'est pour, voilà, te reconnecter avec une sexualité qui est différente, qui est douce. Et une fois que tu auras fait ça plusieurs fois, pareil, sans jamais passer à la pénétration, ça aide ton cerveau à se dire, en fait, c'est cool, et j'ai pas à me crisper, et du coup, à faire une sorte de vaginisme au moment de la pénétration, parce que je sais ce que c'est. Et donc après, tu vois, et c'est des exercices comme ça que je conseille dans le couple ou dans les relations sexuelles pour libérer un petit peu et faire un reset en fait de ce que ton corps a vécu en lui réapprenant une sexualité plus saine et plus douce. Ok. Ouais, bah c'est trop intéressant et je pense à plein de clientes qui pourraient bénéficier de ce type d'accompagnement-là. J'ai une autre question qui n'était pas prévue du coup qui me vient. J'ai une cliente qui me partageait le fait que en fait elle s'intéressait pas du tout, elle avait été anorexique et qu'elle s'intéressait pas du tout à la sexualité, que il y avait un petit truc de dégoût, en tout cas un manque d'attrait quoi, pour le fait d'avoir des rapports sexuels. Comment toi c'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, de ce que je sais, c'est que c'est totalement ok d'être asexuel, que c'est pas forcément une pathologie, mais que c'est ok de ne pas être attiré par ça. Et d'un autre côté, il y a ce truc où c'est un phénomène naturel d'avoir de la libido et que dans certains cas, ne plus avoir de libido, c'est une pathologie. Donc comment toi, tu vois les choses? Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir parce qu'ils pensent être asexuels? Et enfin voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Bah tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça parce que c'était la grosse problématique de mon couple qui était entre guillemets mon cas d'étude même avant, mon sujet d'étude avant de proposer des prestations. C'est-à-dire que moi j'ai toujours trouvé ça ok de pas avoir de rapport, de pas avoir de désir, pardon, de pas avoir de libido, etc. Et parfois je trouve que des personnes que j'ai pu voir, j'ai une personne que j'ai pu accompagner qui n'avait pas de libido et qui était mais hyper fertile sur le terrain créatif. C'est-à-dire elle fait tout. Enfin, je veux dire, elle crée tout. Tu lui donnes un truc, elle est hyper douée de ses mains. Et tu vois, je veux dire, c'est comme si toute son énergie créative, sexuelle, était partie dans ce domaine-là. Et en fait, pour moi, je trouve que ce n'est pas grave du tout. Et je pense qu'il y a parfois, c'est même, il faut juste que ça soit fait de façon saine. C'est-à-dire que pour moi, la sexualité est une vraie asexualité si ce n'est pas pour cacher, même si tu t'en rends pas compte, c'est dans l'inconscient, un traumatisme. Parce que parfois ton corps ne ressent plus de désir parce que voilà, il est traumatisé et donc tu crois que tu es asexué, etc. Et en fait non, c'est juste que ton corps t'a mis une limite. Donc en fait pour moi c'est encore une fois la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de comprendre les choses pour être sûr que ça ne cache pas quelque chose de plus gros que tu veux étouffer et qui est dans... Parce que tu vois, moi je dis toujours ton conscient, ton inconscient, c'est un iceberg, quoi. Pour être sûr que c'est pas dans les tréfonds de l'océan et que c'est pas quelque chose qui peut remonter parce que de toute façon, ça remontera. Et quand bah, nous, dans le cadre de notre couple, on s'est rendu compte que c'était pas de la sexualité, c'était juste que il a eu son premier rapport très tard avec moi et qu'il était pas du tout à l'aise et qu'il avait un désir qui était aussi... quand tu fais beaucoup de masturbation seule, quand t'as pas eu du coup de conjoint ou de conjointe avant, que t'as jamais de rapport ou que t'en as peu, et ben du coup, en fait, l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui s'épuise quand même, tu vois. Je veux dire, c'est pas une ressource infinie. Et donc, par exemple, des hommes ou des femmes qui vont consommer beaucoup de porno, qui vont beaucoup se masturber, ben n'auront plus d'énergie sexuelle pour leur couple ou pour les rapports d'un soir, on s'en fout, peu importe.
et donc vont croire qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de désir et qu'ils suffisent. Et ça, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est juste, faut pas que ce soit un arbre qui cache la forêt. Ouais. Et c'est plus creusé. Tu vois, par exemple, tu me dis ta patiente qui était anorexique. Bah, dans ce cas-là, j'essaierai du coup, de connaître son histoire, d'essayer de comprendre, si, d'où vient son anorexie, voilà, parce que tu vois, là, on en parle 10 secondes, mais qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le traumatisme, d'où ça vient. Et aussi, bah, en fait, dans le cas, ce qui est très difficile, c'est que dans le cas de la boulimie, de l'anorexie, toutes ces maladies fortes liées au TCA, à la base, c'est des maladies qui t'enlèvent de ton corps. C'est-à-dire que tu sors vraiment de ton corps et tu n'as plus la conscience. Enfin, tu vois, je veux dire, quand tu deviens anorexique, il y a un aspect un peu décharné. Et du coup, la sexualité, c'est vraiment la chair. C'est vraiment la chair palpable. Tu vois, quand tu vois les tableaux de la Renaissance, c'est vraiment quelque chose de... C'est très charnel, c'est juteux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très élégant, mais tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Et il y a un côté qui peut être écœurant. Et surtout quand tu reviens de loin avec ce que tu as vécu et qui, du coup, t'as déjà du mal à réaccepter ta propre chair, et du coup, de projeter ça dans le désir, dans le rapport, ça peut être difficile pour moi. Ouais. C'est pour ça il faut juste voir, est-ce que c'est vraiment de la sexualité ou est-ce qu'il y a autre chose. Mais ça peut être que de la sexualité. Ouais, et puis dans le cas d'une anorexie qui est contractée au début de l'adolescence, et qu'après, il n'y a pas d'attrait pour la sexualité, en fait, l'anorexie... quand c'est de l'anorexie jeune, ça peut venir d'une envie inconsciente de ne plus grandir, de ne pas devenir adulte. Donc d'arrêter la croissance en fait. Et du coup, le fait après de ne pas développer de désir sexuel, c'est aussi ne pas développer de vie d'adulte en fait. Et quelque part de rester enfant. Donc voilà, j'avais envie de rajouter cette réflexion-là. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, parfois, c'est quand tu as grandi trop vite. Tu vois, quand tu as été forcé de grandir et de faire face à un monde d'adultes qui n'est pas sain. Tu vois, je veux dire, je pense à... Moi, j'ai jusqu'à là un cas d'inceste. En fait, t'as envie de redevenir enfant parce que tu ne l'as jamais été. Donc, je suis franchement alignée énormément avec ce que tu dis. Ouais. Puis oui, c'est vrai que l'inceste, c'est une des causes assez fréquentes d'anorexie. Et l'inceste, c'est malheureusement beaucoup trop fréquent. Rien que en 1 an de clientèle en naturopathie, j'ai eu presque 5 cas. Donc voilà, sur une centaine de clientes, il y en a au moins 5. Donc... ça fait 5%, c'est énorme quoi, genre alors que c'est un truc, tu te dis mais c'est pas possible, c'est super rare, mais en fait non, c'est pas rare du tout. Donc excuse-moi, j'étais dans une étude là et je voyais 2 enfants sur 13. Tu vois, ça fait 2 ans, ça fait 2 enfants. Il y a eu, un enfant sur 13. Il y a eu des études, genre il y a peut-être 2 enfants par classe qui subissent l'inceste, genre c'est... tu te dis c'est vertigineux quoi. On vit vraiment dans une société pédophile en fait. Et ça se traduit par différentes choses qu'on peut commencer à percevoir dans la société, qui deviennent de plus en plus évidentes. N'est-ce pas, Gérard Depardieu? Ok. J'avais envie aussi, dans ma dernière question, de repréciser, de te poser encore la même question, mais de focus, de préciser encore plus pour les personnes grosses en fait. Comment tu t'y prends du coup pour, en tant que sexothérapeute, pour amener les personnes à se délester en fait de la grossophobie, des injonctions à la minceur, et voilà, plus particulièrement du coup pour les personnes grosses aussi. Alors là, ça va peut-être t'étonner, mais moi, enfin, étonner même pas, mais je pense que déjà tout se joue dans le choix du partenaire ou de la partenaire. C'est-à-dire que partenaire de vie, partenaire d'une nuit, peu importe, ça joue énormément sur la confiance de la personne grosse et de la personne qui du coup va oser être plus ou moins elle-même dans le rapport. Donc en fait déjà, parce que tu vois déjà souvent quand t'es une femme, en plus t'as toujours ce complexe d'être plus grosse que ton copain,
ce truc-là dans les relations hétéro et c'est hyper lourd à porter. Et donc déjà, même si c'est pour juste une histoire d'une nuit, juste une histoire d'un soir, on s'en fout, aller vers des personnes qui sont saines. Parce que du coup, ça va permettre de prendre confiance en toi et de pas de moins être dans le stress de ouais, je suis plus grosse que lui, et aussi faire attention, même si parce que j'ai pas mal moi de retours de personnes rondes et grosses qui deviennent des objets, des jouets sexuels. Des fétiches un peu. C'est ça. C'est exactement comme le fétichisme avec des personnes racisées. On va aller vers des personnes noires parce que waouh, elle est féline, machin. Ouais. C'est ça, il faut faire vraiment attention. Donc en fait, je commencerai par dire, essayez de vous méfier, entre guillemets, enfin en tout cas d'essayer de cerner la personne avec qui vous allez coucher, même si c'est juste pour du sexe, pour vous sentir plus à l'aise, au début du moins, au moins, pour pas que ça ébranle votre confiance en vous. Et ensuite, il y a ce truc de réapprendre à s'aimer. Et moi, je fais toujours la distinction entre s'aimer et s'accepter. C'est-à-dire que t'es pas obligé de t'aimer à 100%, t'es pas obligé d'être hyper OK avec ce que tu renvoies comme esthétisme, mais au moins accepter. Tu dis, OK, bah là, je suis peut-être pas au maximum de ce que moi, je pourrais me trouver jolie, mais c'est OK. Ce corps, il me permet de faire plein de choses, et ce corps, il me permet de désirer et de jouir aussi, enfin, il faut le dire, et c'est quelque chose qui est hyper puissant. Donc moi, par exemple, je dis, voilà, comme je te disais tout à l'heure, redécorer ta chambre, entre guillemets, redécorer ton quotidien de personnes qui te font te sentir en confiance. Et moi, quand justement, c'est ce que je te disais dans l'épisode qu'on a fait sur mon podcast, quand j'ai pris 20 kilos à cause des problèmes de santé, au début, c'était dur et en fait, petit à petit, j'ai commencé à m'abonner sur les réseaux à des femmes qui étaient comme moi et ça m'a permis de me dire mais je la trouve trop belle et elle dégage quelque chose, donc c'est pas impossible, c'est pas le poids qui fait que j'ai du mal à m'accepter, c'est ce qu'on m'a fait croire sur le poids. Et donc, encore une fois, un travail de déconstruction. Et moi, ce qui m'a aidé aussi, et c'est ce que je conseille parfois, c'est quand tu aimes la lingerie, ça veut pas dire mettre de la dentelle, la lingerie, ça peut être un ensemble Calvin Klein, c'est pas forcément quelque chose de très travaillé. Mais en fait, porter des vêtements vraiment qui te font te sentir confiante. Parce que du coup, c'est un ensemble de choses, c'est un cercle vertueux. En fait, tu vas avoir dans ton environnement, sur tes réseaux, des personnes qui t'inspirent, qui te permettent de les trouver belles et donc de mieux accepter le fait que tu peux être jolie en étant grosse. Ensuite, tu portes des choses qui te font te sentir confiante, qui t'aident à te sentir mieux. Et si tu te sens pas dans les cabines d'essayage, tu commandes en ligne, tu renvoies, tu essayes chez toi, essayer de vraiment créer un environnement sensuel autour de toi. C'est-à-dire que des fois, tu ressens de la sensualité. Parfois, je trouve qu'il y a des crèmes que tu mets sur ton corps qui vont te faire te sentir sensuel sans forcément chercher le rapport, tu vois. Juste te sentir sensuel et même désirable pour toi-même. Et ça aide. Et en fait, il y a vraiment aussi ce truc, moi, qui parfois peut aider et qui peut faire rire. Mais tu vois, les tableaux de la Renaissance, les livres, essayer de voir que la chair, c'est pas honteux. La chair, c'est l'aspect charnel, il est hyper désirable autant que quand tu es mince. Et du coup, ça, c'est réapprendre en fait, c'est vraiment réapprendre et redécorer ce qu'il y a autour de toi et t'entourer de personnes qui sont saines, parce qu'aussi tu peux pas guérir dans un environnement qui t'a rendu malade. Et parfois, aussi se séparer, par exemple, si tu commences à t'accepter et que c'est ton environnement, tes amis, ta famille qui te pose cette pression sur toi, ça sera jamais vraiment une acceptation. Donc c'est vraiment, en fait, c'est comme de la psychologie, c'est comme en psychothérapie. C'est tout ton environnement, en fait, ta sexualité découle de ton bien-être. Et en fait, moi, je dis toujours que tu peux pas avoir une sexualité quand t'as quand t'as d'autres problèmes dans ta vie, parce que c'est comme la survie. Ton corps, il commence par exemple, quand tu es enceinte, ton corps, il cerne la priorité, c'est te faire être en bonne santé et que le bébé soit en bonne santé. Donc il va pas développer des hormones de dopamine, de machin de la même façon, ou de désir, de libido, que quand t'es en santé, sans enfant, sans rien, tu vois. Il priorise. Donc prioriser ton bonheur dans ta vie en général, ça te permettra d'avoir le temps de t'intéresser à ta sexualité et de t'y sentir bien. Je voulais te demander du coup les comptes que tu suis qui te font te sentir bien. Moi j'ai des références que je peux conseiller du coup à mes clientes pour se foutre la paix et commencer à voir d'autres corps. Donc je suis curieuse de savoir si c'est les mêmes ou s'il y en a d'autres. Moi j'ai Almar, il me semble. Faudrait que je regarde. C'est une jeune femme qui avait fait, que j'ai découvert avec
Louise Aubéry, il me semble qu'elles ont fait un défilé. Et c'est une jeune femme qui est d'ailleurs Juliette Katz, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, elles ont fait un podcast ensemble. Non, je sais plus. Elle réagissait à une de ses vidéos, je l'ai découvert comme ça. C'était une vidéo dans laquelle Juliette disait comment est-ce qu'on peut se sentir jolie véritablement quand on est ronde, ou est-ce que c'est un leurre. Et je l'ai découvert comme ça, mais je crois qu'elle s'appelle Almar, mais j'ai un doute. Et puis après, j'ai pas vraiment une personne ou des personnalités. C'est en gros, c'est ce que je te disais, je suis sur TikTok, dès que je vois une fille que je trouve qui rayonne et qui est dans ma morphologie, je m'abonne. Et c'est juste pour en mettre plein. Et après, du coup, j'en ai plein. Mais j'ai pas une... Enfin, qui tu as, toi? Non, écoute, c'est pour donner des ressources, en fait, et que... Parce que c'est sûr que si tu suis que Sissimia et Emrata, tu vas pas avoir de suggestions. Mais si on te donne des comptes comme ça, du coup, tu peux commencer. Donc voilà. Si entre maintenant et le moment où je suis le podcast, tu peux, quand tu tombes dessus, tu me les envoies sur Insta. Comme ça, je pourrais mettre les arrobas dans la description de l'épisode pour se refaire une déco. une déco psychologique. Sur quoi je voulais rebondir aussi, c'est que j'imagine qu'il y a de nombreuses femmes grosses qui considèrent qu'elles sont pas désirables et qui du coup doivent accepter des partenaires en se disant de toute façon je peux pas avoir mieux, j'ai déjà de la chance qu'il y ait un mec qui veuille bien de moi, et qui du coup sont peut-être dans des relations qui en fait leur suffit pas, ou voilà, qu'il n'y a pas forcément un vrai désir, un vrai amour, mais du coup tu considères que tu mérites pas mieux. Donc est-ce que c'est la vérité? Ouais, non, ça c'est hyper vrai. Après, je trouve qu'il n'y a pas que des... Enfin, c'est pas propre aux femmes grosses. C'est vraiment... Ouais. Tu vois une fille qui a été éduquée dans le fait de se faire petite, d'accepter ce qui lui va, d'être vraiment dans le don de soi, etc. C'est la même chose. Elle va se dire, voilà, je me contente de ce que j'ai. Mais je pense qu'il y a aussi, à ce moment-là, une question à se poser sur... Parce que, tu vois, moi, j'ai beaucoup pensé ça quand j'ai pris du poids. Quand j'ai grossi, je me suis dit, j'ai un mec qui est hyper musclé, qui est trop beau. Enfin, vraiment, je pourrais jamais avoir mieux. Mais pas en mode, je reste parce que j'aurais pas mieux. Mais en mode... waouh, je pourrais jamais avoir mieux. Et en fait, c'est une relation saine. Et du coup, il m'a toujours dit, mais Faustine, je vois qu'on se retourne sur toi dans la rue. Et donc, tu vois, le fait que tu te poses cette question, c'est bien, mais de la poser en couple pour voir si ta relation est saine, c'est bien aussi, parce que la réaction de l'autre veut tout dire sur votre relation. Tu vois, si l'autre, la manière dont il va réagir à ça, ça veut tout dire. Et par contre, oui, c'est vrai, enfin, le nombre de femmes, mais grosse ou pas, le nombre de femmes qui, juste par manque de confiance et parce qu'on leur a appris... à tout donner, et l'abnégation. Et tu vois, je vais donner un exemple très bête. Il y a une étude qui a été faite par une anthropologue au Burkina Faso qui montrait que les bébés femmes, mais c'est dans un livre de Mona Chollet, je sais pas si tu l'as vu, qui montrait que les bébés femmes, enfin les bébés filles et les bébés garçons n'étaient pas nourris au même moment. On leur donnait pas le sein ou le lait au même moment. Les petits garçons, dès qu'ils pleuraient, on leur donnait directement, et les petites filles, on les laissait attendre. Et on disait oui, mais pourquoi, etc. Et l'anthropologue dit, mais je comprends pas, etc. Enfin, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et on répond à chaque fois, peu importe la culture, c'est au Burkina Faso, mais ça a été fait dans d'autres endroits, après, par la suite. Et en fait, la réponse est toujours la même, c'est que le petit garçon, il hurle, il devient tout rouge, il peut pas supporter, c'est trop difficile. Alors que la petite fille, bon, ok, elle hurle, mais bon, faut lui apprendre la frustration, parce qu'elle aura vraiment pas la vie qu'elle veut. Donc voilà. Donc dès le début, tu vois, je veux dire, ils sont bébés. Donc tu vois, en fait, ça profile toute ta vie. Et ce truc d'abnégation, même grosse ou pas, tu vois, je veux dire, une fille très maigre qui est pas à l'aise avec sa minceur, c'est la même chose, quoi. Ouais, complètement. T'acceptes les miettes. Tu te dis, bon, c'est déjà pas mal, les miettes, tu vois. Ouais, c'est clair. Combien de couples tu as fait se séparer? Parce que moi, c'est vrai que, en fait, quand je remarque que la personne, elle est dans une relation toxique, franchement, des fois, j'ai des clientes... elles m'envoient des messages limite pour me demander des tisanes pour mieux dormir parce que leur mec les insulte avant de se coucher. Et je leur dis, mais en fait, c'est pas d'une tisane dont t'as besoin de quitter ton mec. Et
Donc bon, je connais pas le mec, je peux pas me permettre de dire qui est ton mec, tu vois, mais en tout cas, j'essaye de faire se poser les bonnes questions à la personne et ben voilà, j'ai j'ai une cliente et demie qui récemment m'a dit bon bah j'ai quitté mon mec et je pense que voilà notre suivi n'y est pas pour rien dans le déclenchement de la prise de position. Donc voilà, ça défile. Est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir des patientes qui te disent c'est bon, j'ai quitté mon affreux Jojo? Voilà, moi, ça fait pas encore assez longtemps et j'ai été très étonnée. C'est que pour le moment, les personnes que j'ai eues ne sont que des personnes avec des mecs qui ont l'air vraiment bien. Donc, pour le moment, après, voilà, je touche du bois, tu vois, parce que moi, ça me rassure pour les filles que j'ai. Mais pour le moment, j'ai pas encore eu ce cas-là. Mais bon, outre la profession, enfin, je veux dire, même dans les discussions qu'on a avec tes potes, avec des gens même que tu connais pas, la problématique où il faut juste passer à autre chose. Mais en fait, tu vois, et moi, je suis pas là pour accabler les hommes, et c'est ce que j'ai bien aimé aussi de voir sur mes réseaux sociaux. C'était un peu ma crainte pas ma crainte, mais j'avais pas envie qu'on croie que vraiment je les mets sur l'échafaud. C'est pas le sujet, parce que eux aussi, entre guillemets, sont... En fait, il y a une expression qui dit que ce sont les enfants sains du patriarcat. Oui. Et c'est ça. En fait, on peut pas attendre d'eux qu'ils soient autre chose. Enfin, on peut, évidemment. Mais je veux dire, il faut pas être choqué de ce qu'ils sont et de la manière de se comporter avec nous. C'est de leur faute sans être de leur faute, et c'est partie du problème tout en étant victime. Et ouais. Voilà, c'est ça. Après, il faut pas non plus... C'est une explication. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que ça explique, mais ça n'excuse pas. Ouais. Je veux dire, tout le monde a la force en soi de faire le boulot de déconstruction et de se dire, à un moment donné... Ah tiens, machin, voilà. Mais par contre, j'ai pas fait ça séparé des couples, mais j'ai beaucoup de monde dans mon entourage, des mecs qui ont changé et qui vraiment sont plus dans la même dynamique d'esprit par rapport à leur sexualité, aux manières de donner du plaisir à leurs copines, à prioriser aussi les désirs de l'autre parfois pour pas toujours être axé sur le désir masculin de l'éjaculation, machin. Et même dans la crainte de la façon dont la femme vit dans la peur. Tu vois, moi maintenant, mes potes qui vivent à Paris, quand ils rentrent de boîte, qu'il y a une fille qui est sur le même trottoir qu'eux et qui du coup malheureusement ils vont dans la même rue, ils changent de trottoir ou de rue pour pas lui faire peur. Tu vois, je veux dire, les discussions autour du féminisme, de la sexualité, ça, je vois que ça fait des changements. Donc bon. ouais, c'est clair. Je pense que les mecs ont besoin. En fait, c'est plus t'as des privilèges, plus c'est difficile d'avoir soif de justice. Donc, mais c'est vrai que, vu les statistiques, le nombre de femmes qui subissent des violences, en fait, potentiellement, chaque homme est un agresseur en puissance. Et on peut plus accepter les discours de not all men, mais donc c'est important, ouais, que les mecs fassent ce travail de se poser certaines questions, et c'est à nous aussi, les filles, de pas laisser passer les choses qu'on peut entendre, surtout quand c'est nos potes, quand c'est genre nos meilleurs potes et qu'on les entend. Moi j'ai ce souvenir de bon, maintenant on a plus trop de contact, mais c'était une autre époque, mais mon meilleur ami de l'époque, quand il couchait avec une fille, souvent c'était le déballage, et je me souviens qu'il avait dit « Oh là là, la meuf, pendant qu'on baisait, elle s'est touché le clito, quelle salope, genre la grosse pute !» Et j'étais là, mais en fait, c'est normal, genre, ça veut dire qu'elle voulait que tu le fasses, en fait, genre. Et là, il s'était dit, tu sais, genre en mode, bah oui, mais en fait, si la meuf est en train d'avoir un rapport sexuel, elle veut du plaisir, et si tu lui donnes pas, bah elle va le faire toute seule, en fait, et c'est pas une pute, c'est juste toi qui es nulle. Ouais, non, c'est sûr. Après, la seule chose dont il faut faire attention par rapport à ce qu'on dit, de pas laisser passer les choses, et justement ils ont aussi, entre guillemets, c'est aussi les victimes d'un système. Il faut par contre faire attention à pas devenir des centres de soins en tant que femme. Il y a vachement ce truc où je trouve, où tu deviens un centre de soins, d'explication. Ok, leur donner des trucs, par exemple, moi avec mon copain, quand on en parle, donner parfois des... Vu que moi je lis beaucoup, je m'interroge, je regarde des études, donner des chiffres, des choses pour pouvoir avoir des arguments factuels, ok, mais on n'est pas là pour les éduquer. Enfin, je veux dire, t'es pas là pour... En fait, c'est pas normal que ce soit à toi d'éduquer ton mec sur ce qui est grave, pas grave, machin. Donc ça, c'est juste
faire attention parce qu'en tant que femme, t'as quand même souvent, moi j'ai vu quand même pas mal là, même si c'était des mecs qui avaient l'air bien, le syndrome de l'infirmière ou de la maîtresse, enfin, faut faire attention à ça quand même, je trouve. Ouais, carrément, carrément. En te disant, tu vois, bah ouais, c'est pas de sa faute et je lui apprends et il sera mieux après. Non. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est une charge mentale en plus et un taf gratuit, encore une fois, qu'on doit faire, quoi. Ok, et ben moi j'ai fait le tour de mes questions. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, un dernier message avant qu'on se quitte. Pas spécialement, juste je suis hyper contente d'avoir fait cet épisode et je voulais juste, pour faire entre guillemets boucler la boucle par rapport au début de notre interview, n'ayez pas peur de consulter un sexothérapeute, que ça soit moi, quelqu'un d'autre, on s'en fout. Enfin, c'est vraiment juste, c'est hyper important. Et même parfois, pas forcément faire un suivi long, juste faire 2-3 séances parfois dans ta vie, ça te permet aussi de toi te sentir plus à l'aise avec tes fantasmes, te sentir plus à l'aise avec ton corps, de te connaître davantage. Et ça veut pas dire que... Et il y a aussi cette peur qui est souvent présente que oui, mais moi dans mon couple ça va super bien, on fait l'amour, bon bah voilà, je vais pas aller faire ça, c'est ceux qui savent pas baiser, j'ai souvent entendu ça. Non, c'est pas ça. La sexothérapie, comme le sexologue, la thérapie de couple, c'est des choses qui sont là pour améliorer ton quotidien, te libérer de tes croyances, te libérer de tes traumatismes, et ça fait du bien à tout le monde. Et t'as pas besoin... Enfin voilà, c'est hyper bénéfique, et n'hésitez pas, comme une psychothérapie, ça vous fera forcément du bien, ça fera pas de mal. Ouais, et puis ça me donne envie de te poser une question qui n'a rien à voir avec les TCA. C'est vraiment... je sais qu'il y a plein de meufs qui me suivent, qui veulent se reconvertir aussi dans le bien-être, dans la thérapie. Et j'ai l'impression qu'en fait, malgré le fait que la sexothérapie ce soit peut-être moins connue que la naturopathie, j'ai l'impression qu'en fait ça marche mieux d'être sexothérapeute que naturopathe. Enfin, moi en tout cas je sais que franchement c'est difficile de se faire une clientèle en naturopathie si t'as pas une spécialité, un message fort, que tu fais pas du marketing, personne viendra te voir, tu vois. Et j'ai l'impression que malgré le fait que ce soit tabou et pas forcément je sais pas, répandu dans l'imaginaire collectif, en termes de business, t'arrives à en vivre en fait facilement, rapidement, t'as des clients non, c'est hyper dur. C'est pareil, okay. C'est hyper dur en fait, puis surtout comme on disait tout à l'heure, t'as une gêne, et en fait tu vas avoir tendance à avoir des gens qui s'abonnent pour avoir entre guillemets les contenus que tu fais pour pouvoir s'instruire, ce qui est super, mais qui vont jamais passer le cap de prendre rendez-vous, et qui une fois que j'ai eu des clients qui ont pris le premier rendez-vous et qui veulent pas aller creuser parce qu'ils savent que ça va, ils me l'ont dit, ça va remuer trop de choses et qu'ils ont pas envie. Et non, c'est hyper dur. Franchement, moi pareil, je pense que pour le moment, vu que je commence, je passe, on va dire, 60% du temps à plus être sur le côté marketing et information que juste le côté suivi. Ouais, ok. Bon, c'était la parenthèse comment vivre dans le métier de thérapeute. Juste avant qu'on se quitte, du coup, je mettrai les liens, mais si tu veux dire un mot sur comment te retrouver, ton site, ton Insta, ton podcast. Ouais. Écoutez, moi, mon podcast, il s'appelle Lagerta, donc comme la guerrière viking. Ah oui, je voulais te demander, du coup, si c'était par rapport à... Ouais, je voulais une figure forte. Ouais. Je voulais une figure forte, féministe, mais dans la pop culture pour que ça soit un peu plus moderne. Donc j'ai très pris badass. La pop culture, elle vient, voilà, très badass. Je me suis dit voilà. Donc je fais des épisodes, j'essaye de tenir tous les 15 jours, mais bon, voilà. et sinon sur Instagram, voilà, Faustine PR Sexothérapie, mais de toute façon Louise vous mettra. Et j'ai un e-book aussi qui est un e-book gratuit, qui est un e-book je crois de 30 pages il me semble. Qui vous permet d'avoir une première approche sur votre sexualité, sur votre manière d'appréhender votre corps et de vous sentir à l'aise et de déconstruire les tout premiers boulons qui ont été posés. Et voilà. Et après, je vous propose, comme je disais tout à l'heure, le premier rendez-vous gratuit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. De toute façon, je pense que Louise vous mettra tout et à vous de voir si ça vous chauffe ou pas. Yes.
Trop bien, bah oui, je mettrai tout ça et j'espère que cet épisode vous aura plu. Je fais plus beaucoup d'interviews, mais je choisis avec beaucoup de cœur les invités que j'inviterai à partir de maintenant. Et bah Faustine en fait partie, donc merci beaucoup Faustine pour ton témoignage, pour ton travail. Et merci à vous les vrais d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous embrasse fort, c'est vraiment très important pour moi, votre présence, votre soutien. Donc envoyez-nous des messages si l'épisode vous a plu, s'il vous a parlé, partagez-le. Et puis notez-le aussi sur Spotify, Apple Podcast, vous connaissez la chanson, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, passez une belle semaine. Bye.